Eh bien, donc je suis très heureuse, vraiment très heureuse d'accueillir à Orléans Annick Peters-Custeau. Je suis très heureuse d'abord parce que c'est une amie. Notre amitié a commencé dans des conditions un peu rocambolesques, d'abord en s'engueulant, donc c'est souvent comme ça que c'est prometteur. Et puis ensuite parce que c'est une excellente connaisseuse du monde byzantin et notamment de la question des relations entre le politique et le religieux, qui est le sujet qui nous intéresse. Et quand, avec Nicolas et Tristan, on a évoqué justement cette question du christianisme oriental et de la réflexion qui avait pu être portée ou pas d'ailleurs par ce christianisme oriental, s'agissant de la conception du pouvoir et du rôle que peut y jouer le droit, j'ai tout de suite pensé à Annick pour venir nous présenter cette question. Alors, pour vous la présenter brièvement, parce que c'est quelqu'un de modeste, donc elle ne dira rien, elle a un cursus assez époustouflant. Voilà, donc un cursus époustouflant, c'est une ancienne élève de l'école normale supérieure. Elle est actuellement professeure à l'université de Nantes. Elle a travaillé, alors attends, j'ai noté exactement le titre de ta thèse pour ne pas dire de bêtises. Donc tu as fait ta thèse sur les populations grecques d'Italie méridionale post-byzantine, modalité d'acculturation, milieu du XIe, milieu du XIVe siècle. Ça change après le milieu du XIVe siècle. Et tu as... ah oui, et tu as soutenu ton HDR donc, sur l'Italie méridionale byzantine, normande et souabe, entre Orient et Occident. Et aujourd'hui, tu es très impliqué dans un programme que je connais un petit peu, qui est un programme impérialitaire. Qui consiste, c'est toi qui porte à bout de bras ce programme, donc qui travaille sur la notion, enfin, sur l'impérialité seconde, c'est-à-dire sur la forme impériale, les références impériales, dans des constructions politiques non impériales. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc c'est quelqu'un d'exceptionnel. Non mais je dis pas souvent, donc voilà, quelqu'un d'exceptionnel. Et donc je te laisse la parole pour nous présenter ton topo. Merci beaucoup Corinne, je crois pas que je mérite aussi... Enfin, ça va être mon vendredi de carême, c'est ça pour mon édification, ces coups de butoir à mon humilité. Donc, je suis très heureuse de vous présenter quelques généralités quand même, parce que je ne pense pas qu'on puisse entrer trop dans le détail, mais en même temps, ce sont des généralités, des fondamentaux, en partant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en partant de l'a priori que vous ne connaissiez pas grand-chose à l'Empire byzantin, mais ce n'est pas grave, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Et donc, mon exposé aura deux temps. Dans un premier temps, j'aborderai en effet les délicates relations entre les deux principaux héritages qu'a à gérer politiquement l'Empire byzantin, à la fois la romanité et notamment le droit, dont il reprend toute la tradition, mais aussi le christianisme et donc une idée du pouvoir et du droit du pouvoir qui est un peu différente. Et dans un deuxième temps, donc on verra une sorte de comète documentaire, un texte unique de la fin du IXe siècle qui s'appelle Les Agogées et qui, justement, en étant en porte-à-faux par rapport à la théorie, renforce en fait notre connaissance de la théorie générale. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Donc, qu'est-ce que l'Empire byzantin? C'est tout bête. D'abord, il ne s'appelle pas byzantin puisque le terme apparaît quand l'Empire meurt, au XVe siècle. Et il apparaît comme l'adjectif byzantin est un terme péjoratif qui vise à dénigrer en fait ce que lui prétendait être, c'est-à-dire l'Empire romain, tout simplement. Donc quand les empereurs, quand on parle de l'Empire dans les sources byzantines, on parle de la Basileia, c'est-à-dire l'Empire, il n'y en a qu'un, c'est eux, et l'empereur lui-même est défini comme étant le Basileus Autocrator ton Romaion, c'est-à-dire le roi souverain des Romains. C'est-à-dire que véritablement la romanité est le point de définition principal de cette construction politique. C'est donc un empire romain, chrétien et de langue grecque. Alors je ne parlerai pas beaucoup de cet aspect grec, même si je vais vous montrer des tas de mots grecs évidemment, puisque c'est la langue de communication de l'empire. Je ne parlerai pas beaucoup de l'héritage grec, mais il est quand même fort important parce que, alors pour trois raisons dans notre sujet. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de mot pour désigner l'empire en grec. Il n'y a pas l'imperium, ça n'existe pas, c'est que du latin. Donc le monde byzantin
n'utilise comme paradigme, et c'est très important, comme paradigme du pouvoir monarchique que la royauté. Et c'est ce qui précisément lui permet de prétendre à ce que l'empereur dispose de cette délégation d'autorité du roi des rois, qui ne se définit jamais comme un empereur, à savoir du Christ lui-même. Donc c'est précisément l'absence d'impérium qui fait que la théorie du droit de l'Empire, enfin la théorie politique de l'Empire repose exclusivement sur une délégation d'autorité de Dieu lui-même à l'empereur, ce que en fait dans mon fond d'écran vous avez en très très gros un détail d'un petit ivoire du Xe siècle qui représente l'empereur Constantin VII Porphyrogénète couronné par le Christ. Ce sont des types de figurations, on en verra d'autres, qui justement mettent en scène cette délégation d'autorité directe. Et en général, comme dans cet ivoire d'ailleurs, le Christ et l'empereur ont le même visage. Et c'est véritablement pour montrer que l'empereur est le lieutenant du Christ sur terre. Bien. L'héritage grec est aussi important dans un deuxième aspect, c'est la force préservée de la philosophie grecque pré-chrétienne, et en particulier d'Aristote et du néoplatonisme, qui permet en réalité de trancher bien des questions de théologie, notamment autour de l'iconoclasme. Si vous avez des questions après, on échangera là-dessus. Mais en fait, l'essentiel de la doctrine politique est basé sur le rapport entre le type et le prototype, c'est-à-dire entre le prototype étant le Christ et le type étant l'empereur, qui est temporairement un homme normal, mais temporairement investi des pouvoirs du Christ. Et la troisième question de l'héritage grec, en réalité, dans le domaine politique, c'est tout le poids de l'empire hellénistique. Et ça, c'est un héritage compliqué à gérer, parce que dans l'empire hellénistique, l'empereur est divinisé. Ce que le christianisme, évidemment, interdit totalement, mais ça laisse quand même derrière un fond que les empereurs ont tendance à gérer de manière conflictuelle avec ceux qui s'opposent à toute divinisation de la majesté impériale, à savoir les patriarches. Donc en fait, le duo empereur-patriarche est très très compliqué de manière générale. Alors, grosso modo, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect de la compatibilité entre romains et chrétiens. Et on a ici d'emblée le fond du problème, parce que ce qui va avec la romanité pour les byzantins, c'est la force sociale structurante du droit. Et ce qui va avec la chrétienté dans le monde byzantin, c'est la marque biblique, et essentiellement, enfin c'est deux choses en fait. La marque vétérotestamentaire sur l'idéologie impériale, c'est-à-dire que le modèle du basileus, j'appelle basileus, j'utilise toujours le terme grec parce que ça ne veut pas dire empereur et je veux bien garder cette idée que c'est un roi. Le modèle du basileus, ce sont les rois bibliques, David, Salomon, Josias, à telle ancienne. Et alors c'est pas uniquement pour les érudits, c'est-à-dire que dans un certain nombre de récits populaires autour de la construction de Sainte-Sophie par Justinien, récits qu'on appelle les Patria, eh bien Justinien construisant Sainte-Sophie est totalement comparé à Salomon construisant le temple de Jérusalem. Et donc c'est une analogie qui percole beaucoup dans l'ensemble de la société byzantine, et ce qui est fondamental aussi pour trancher avec l'Occident, c'est-à-dire que le monde byzantin a un rapport extrêmement étroit avec le judaïsme. J'y reviendrai là-dessus, sans doute beaucoup plus que l'Occident, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de rupture avec le judaïsme. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième empreinte du christianisme dans la conception de l'impérialité, c'est la question du péché originel. Là aussi, j'y reviendrai, c'est-à-dire que le pouvoir est négatif. Et donc ne peut jamais être sacralisé parce qu'il est négatif fondamentalement. On a donc deux forces parallèles dans l'idéologie impériale de la souveraineté. Tout d'abord, c'est que l'empereur... Alors quand je parle d'héritage romain et d'héritage du droit romain, c'est aussi l'héritage de la République romaine. C'est-à-dire que l'empereur est toujours considéré jusqu'à la fin, jusqu'au dernier empereur au XVe siècle, comme un magistrat élu. Jusqu'à la fin, on conserve dans l'an cérémonial du couronnement impérial les acclamations par le Sénat et par le peuple. On récupère aussi beaucoup cette tradition du choix de l'empereur dans les usurpations par l'armée et de la proclamation de l'empereur par son armée, élevé sur le pavois, etc. Enfin, tout ce qui fait en fait la tradition du choix impérial à partir du 1er siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Et
peut-être que j'en reparlerai, mais Nicéphore Phocas, en 963, est un général qui arrive au pouvoir impérial de cette manière-là, et tout le récit qui entoure sa prise de pouvoir insiste bien sur la référence romaine. Et c'est un magistrat qui est législateur. Il est beaucoup plus législateur, d'ailleurs, le basileux, c'est plus celui qui fait le droit que celui qui fait la justice. C'est-à-dire que dans l'image du basileux, l'aspect législateur l'emporte très largement sur l'aspect juge. Même si l'autorité judiciaire est déléguée de l'empereur, exercée par des juges sur délégation de l'empereur, même si on peut faire appel à la justice de l'empereur, en réalité c'est une activité très délaissée. Et donc, dans ce premier ensemble de l'idéologie impériale qui est romaine, le transfert de la souveraineté est toujours un transfert du peuple vers le souverain. C'est toujours admis que la souveraineté dans ce modèle-là est une transmission, une délégation de la souveraineté du peuple momentanée vers l'empereur. Mais parallèlement, l'empereur dans la logique chrétienne est l'élu de Dieu, comme David est l'élu de Dieu par le biais du prophète Samuel. Il est lieutenant de Dieu sur terre, son destin est lié au jugement de Dieu sur lui. Il est fait par Dieu, il est défait par Dieu. Si un mauvais empereur arrive sur le trône, c'est parce que Dieu a voulu punir les péchés des hommes. Enfin voilà. Et il tient en main le salut des hommes dont il devra rendre compte. Et il est donc aussi le chef de l'Église comme institution. Alors la relation avec le patriarche est complexe, mais ce qui est important, c'est que dans cette logique-là, le transfert de souveraineté, en fait, c'est de Dieu à l'empereur. Donc c'est compliqué à concilier les deux aspects. Ce qui donne d'ailleurs des choses un petit peu paradoxales pour nous. Ici, je vous montre la mosaïque de l'entrée de la porte impériale à Sainte-Sophie de Constantinople. Vous voyez un empereur qui n'a pas de nom. Parce qu'en fait, on sait à peu près qu'il a fait faire cette mosaïque, c'est l'empereur Léon VI. Il est en prosternation devant le Christ, il se soumet complètement au Christ, et c'est en fait la suite d'une affaire d'opposition entre l'empereur Léon VI et son patriarche Nicolas Mystikos. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a pas donné de nom, ce qui est extrêmement rare dans les représentations impériales, parce qu'en fait, c'est la Basileia qui se soumet à l'empereur. Et donc, quand l'empereur, de manière absolument consciente, maîtrisée et réfléchie, se soumet au patriarche, c'est un geste impérial. C'est-à-dire que la manifestation de l'impérialité passe aussi de temps en temps par une humiliation publique de l'empereur face au patriarche, sur le modèle de l'humiliation de Théodose face à Ambroise de Milan, qui est répétée, c'est explicite dans les textes. Donc, sans doute, plus que tout autre État médiéval, l'Empire byzantin doit concilier des socles peu conciliables, celui de la République et de l'Empire romain et celui du christianisme. Et comme la conciliation ne pouvait pas se faire par l'expression rationnelle du langage, et en particulier par le langage du droit, ou de la constitution politique, le monde byzantin a toujours procédé par l'image et par l'illustration. On ne trouvera donc nulle définition juridique du pouvoir impérial de la souveraineté, aucun traité sur l'accès au pouvoir impérial, la question de la succession impériale, l'hérédité, etc. Et même au moment, à l'âge d'or, des traités sur un peu tout et n'importe quoi, à savoir la première moitié du Xe siècle, sous le règne de ce Constantin VII Porphyrogénète, dont vous avez, au fond, vous avez en fond d'écran la trombine. Même à cette époque-là, au moment où on fait des traités sur tout, sur les cérémonies, sur la tactique militaire, sur la manière de les relations diplomatiques, sur tout, on fait des traités aussi d'ailleurs sur l'agronomie. Donc l'empereur fait des traités d'agronomie, ou fait faire des traités d'agronomie. Dans ce milieu du Xe siècle, qui est aussi le grand moment du renouvellement juridique avec la compilation de tout un code juridique nouveau qu'on appelle les basiliques, et bien même à ce moment-là, on ne fait pas de traité sur le pouvoir impérial, on ne définit pas ce qu'est le pouvoir impérial. Alors, il y a une seule exception, et on la verra en deuxième partie d'exposé, cette fameuse Eisabogé, mais c'est vraiment exceptionnel. L'Empire, c'est-à-dire quand je dis l'Empire, en fait c'est l'empereur, ne se définit donc que par l'illustration, et en particulier par l'iconographie du couronnement de l'empereur par le Christ, ou par les anges, ou par la Vierge Marie. Donc vous avez ici plusieurs exemplaires de ce type d'illustration. Le petit ivoire du milieu du Xe siècle qui représente Constantin VII Porphyrogénète couronné par le Christ. À côté, un petit ivoire très sympathique aussi qui représente l'empereur romain. C'est Romain II
couronné ainsi que sa femme Eudoxie, couronné par le Christ. Et puis là, vous avez l'empereur Basile II dans un manuscrit couronné directement par les anges, avec les peuples à terre qui se soumettent à son empire. Et au sommet, le Christ, avec évidemment, là encore, cette espèce de délégation verticale qui est en réalité la grande force de la doctrine sur le pouvoir impérial. Donc on dessine, on représente l'empereur donc par l'illustration iconographique, ou alors on l'illustre par le récit historique. C'est-à-dire que les Byzantins ont aussi tiré de l'héritage romain cette tradition de l'écriture de l'histoire, de l'historiographie, et donc on remplace par le récit de cas particuliers ce qui manque en fait à la constitution impériale. Et c'est très amusant, par exemple, dans un de ces traités dont je vous ai parlé, du Xe siècle, qui s'appelle le Livre des cérémonies, où on décrit par le menu toutes les cérémonies impériales. La seule qui soit vraiment décrite de manière très rapide et très plate, c'est celle du couronnement impérial. On en dit le moins possible, et en revanche, les personnes qui ont complété ce traité commencé sous Constantin VII ont par la suite ajouté à ce très court chapitre sur le rituel du couronnement impérial, ont rajouté des récits de prise de pouvoir, en particulier celui de Nicéphore Phocas en 963, et dont l'analyse de détail est en soi une illustration formidable de l'influence encore majeure des références romaines dans un processus qui est celui d'une prise de pouvoir militaire, mais dont le héros est conduit à se départir de son identité militaire et à se civiliser, c'est-à-dire à quitter tous les vêtements du général pour revêtir celui du consul. Et donc on a avec une entrée de vie dans laquelle progressivement il descend de cheval, il abandonne son casque, il abandonne ses armes, et enfin il rentre à Sainte-Sophie pieds nus, et pas pieds nus, chaussé des chaussons consulaires, et en revanche tête nue. Donc j'ai pas assez de temps pour développer cet aspect, mais vous voyez qu'en fait on résout les paradoxes des différents héritages idéologiques, dans lesquels le théologico-politique est extrêmement important. On le résout non pas par le droit, mais par l'illustration. Et de ce fait, l'État impérial, toutefois, et c'est assez... c'est pas étonnant, mais enfin, l'État impérial byzantin est conçu comme un État de droit sur deux bases. La première, c'est qu'il est un État de droit par héritage, parce que règne le roi romain, donc un roi romain qui a été complètement repris, ça je vous apprends rien, par Justinien, et qui est constamment l'objet de remaniements, d'actualisation et de republication, au cours des siècles, au 8e siècle avec les cloquets, au 10e siècle avec les basiliques. Et puis le droit est présent en permanence dans tous les actes de la société, c'est-à-dire que c'est vraiment une société qui est fondée sur le droit et sur l'écrit. Plus sans doute qu'à la même époque, enfin, dès le 8e, 9e, 10e siècle, on enregistre les notaires, enfin on a une vraie profession de notaire, on enregistre les actes notariés pour les ventes, les donations, les testaments, les contrats de mariage, il y a des manuels de notaire, il y a une réglementation du notariat, donc il est conçu comme un état de droit au sens où le droit est un droit d'usage quotidien. Il est aussi conçu comme état de droit en fonction d'une doctrine philosophique qui définit en fait les contours de l'état de droit par l'usage perverti du pouvoir. Et c'est là où la logique philosophique détermine très largement ce que nos Byzantins appellent l'ennomos politeia, c'est-à-dire l'état de droit. Cette expression d'ennomos politeia procède d'un héritage gréco-romain qui induit le sens de civilisation, c'est-à-dire que le droit est un critère de civilisation. Et donc la société byzantine est gouvernée par le droit, la loi, comme on l'a vu dans tous les registres de la vie civile, c'est un principe, c'est conçu comme un principe de supériorité de la romanité, récupéré par le monde byzantin, sur la barbarie. Mais c'est, comme on le voit bien, une notion plus de droit civil que de droit public, de droit politique. Autant l'état de droit assure la supériorité sur les barbares, dont les sociétés ne sont pas gouvernées par le droit, autant l'état de droit est l'effet d'une déficience morale dont les sociétés primitives sont encore préservées. C'est-à-dire que les barbares sont inférieurs parce que le droit ne régit pas leur vie, leur société, mais ils sont supérieurs parce que leur morale préservée rend le droit inutile.
Et la question n'est pas seulement ethnographique, reposant sur une idée du bon sauvage à la byzantine, c'est que l'état de droit est structurellement fort, mais structurellement menacé par ceux qui font mauvais usage du pouvoir. Or, si faire mauvais usage du pouvoir est pratiquement courant, ça se voit tout le temps qu'on fait mauvais, je veux dire, on n'a pas attendu Sartre pour savoir que les mains sales, c'est une réalité. Donc on le sait déjà bien avant. La norme est un palliatif à la mauvaise conduite. Donc la force coercitive du droit n'aurait pas lieu d'être sans la perversion de la nature humaine. Donc derrière l'ennomos politeia, il y a l'idée que l'humanité ne peut pas être élevée ni restaurée, mais seulement rectifiée et toujours momentanément. C'est une idée assez négative, assez pessimiste, en quelque sorte. Je reviendrai là-dessus. Le législateur est donc vu comme un docteur, un médecin, qui doit restaurer l'ordre que la nature avait placé en l'homme et qui est périodiquement perverti. Le juge, comme Salomon, doit donc faire parler la nature. C'est comme ça qu'on interprète le jugement de Salomon très connu sur les deux mères avec le bébé, un bébé mort, un bébé toujours vivant, à qui donner le bébé vivant. Eh bien, Salomon fait parler la nature en demandant à ce qu'on coupe le bébé en deux pour faire parler la vraie mère, qui n'est pas forcément la mère biologique au bout du compte. D'ailleurs, ça, on s'en fiche un peu. C'est celle qui est vraiment, qui a l'essence de mère, enfin, qui est une mère, même si elle n'a pas fait naître cet enfant. Et de la même manière, petite anecdote, dans un tout autre registre, mais sur lequel Salomon est cité, l'empereur Léon VI, le même qui était en prosternation dans la mosaïque que je vous ai montrée, l'empereur Léon VI, en édictant une novelle autorisant l'adoption d'enfants par des eunuques, se perçoit comme le vrai législateur, c'est-à-dire le médecin qui restaure le droit naturel dont ils ont été privés soit par la nature, soit par la perversion humaine. Et donc l'empereur restaure la loi naturelle, parce qu'en fonction d'un héritage pour le coup hellénistique, il est le nomos empsukos, c'est-à-dire la loi incarnée. Cette loi naturelle a été blessée par le péché et c'est là qu'entre en jeu le théologico-politique. L'état de droit est donc perçu comme un fragile palliatif introduit parce que le droit naturel avait été abaissé par le péché originel. Dans l'Éden, Adam et Ève n'avaient pas besoin de juges, ni d'autorité politique, ni de gouvernement, leur état naturellement bon, excluant l'introduction d'une régulation des rapports sociaux qui soit extérieure à eux-mêmes. Le droit restaure ainsi l'ordre que la nature avait placé dans l'homme, mais qui avait été blessé par le péché originel. Gouverner est donc une activité nécessaire, mais c'est une sorte de pis-aller qui implique justement ses mains sales et qui met en danger le salut de celui qui assume l'autorité souveraine. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est un mal nécessaire qui donne momentanément, pour ce qui est du basileus, le plus haut pouvoir terrestre, parce qu'il est délégué par Dieu à un homme qui ne cesse pas d'être pécheur et ne peut fuir sa destinée de poussière future et qui ne survivra spirituellement à l'épreuve du pouvoir que s'il convertit la violence initiale, qui est celle du péché originel, à la civilisation de l'état de droit, sans laquelle le pouvoir est tyrannique. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois qu'un prétendant au trône renverse un empereur, c'est parce qu'il le justifie en disant que l'empereur est devenu un tyran, c'est-à-dire qu'il a perdu la nature, l'essence de la basileia. Faute de constitutionnaliser cet ensemble, là encore, le monde byzantin le met en image, et en particulier cette pénitence qu'on vient de voir là, de l'empereur à Sainte-Sophie, cette pénitence devant le Christ, est aussi la pénitence que tout homme qui assume temporairement le pouvoir délégué de Dieu doit faire en permanence de ne pas être à la hauteur de ce pouvoir. Donc on le met en image par l'iconographie, on le met en image par des récits exemplaires et notamment dans les vies de saints. Le seul qui a le droit de redresser les torts de l'empereur, c'est le saint homme, et il le fait vertement. C'est le saint moine, le saint ascète, et il le fait vertement, c'est-à-dire c'est le seul qui a le droit de ne pas respecter l'empereur. Et puis en rituel aussi, ça se partage en rituel cette idée-là, et au moment du couronnement impérial, le patriarche, une fois que l'empereur est couronné, le patriarche tend à l'empereur un petit sachet de pourpre, de soie pourpre, dans lequel il y a de la poussière, petit sachet qu'on appelle la kakille.
et pour lui dire tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Un peu comme dans les triomphes romains, quand il y avait toujours quelqu'un derrière pour rappeler au général triomphant, à l'impérator, que tiens, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme. La Kaki a exactement ce même rôle, de rappeler que l'empereur n'est qu'un homme, qui n'aura jamais le droit à la divinisation, qu'il est un homme pécheur et peut-être même plus pécheur que les autres. Cette origine pécheresse du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir prend sa source dans le péché, eh bien, interdit toute sacralisation de la personne de l'empereur, toute constitution d'une religion impériale et barre largement la route de la reconnaissance de la sainteté aux empereurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empereur byzantin qui soit considéré comme saint, à part Constantin. Précisément parce que, justement, ils assument un mal nécessaire, mais qu'ils sont dans le mal, parce que, comme dit Hannah Arendt, hein, le moindre mal, c'est toujours le mal. Donc, et le pouvoir est un moindre mal. Un peu au même titre, d'ailleurs, que la guerre. Je fais un parallèle, parce que ça aussi, c'est une différence avec l'Occident. C'est-à-dire que, de la même manière que le pouvoir politique est le produit du péché originel, la guerre est le produit du péché originel. C'est donc un mal, parfois nécessaire, mais c'est un mal. Et donc, l'idéologie byzantine refusera toujours la notion de guerre sainte, de guerre sacrée, de guerre juste, pas selon la doctrine romaine de la guerre, mais disons de guerre sainte, de croisade, enfin vraiment c'est quelque chose qui leur est étranger, et ils refuseront toujours que soient considérés comme martyrs les soldats byzantins morts au combat contre les Arabes, contre les Sarrasins, contre les musulmans. Quelque chose qui, pour autant, était utilisé en face par les musulmans pour stimuler l'esprit de djihad contre les Byzantins, de dire que les martyrs dans le djihad bien, iront au paradis. Le monde byzantin a totalement refusé cette idée qui aurait pourtant peut-être stimulé un petit peu l'ardeur au combat, mais ce n'est pas, en fait, c'est un empire qui très largement refuse, y compris dans ses principes tactiques, refuse la guerre. Donc c'est un peu pareil pour le pouvoir politique. Donc l'Ennomos Politeia byzantine est donc une combinaison des héritages grecs et romains où pointe le modèle supérieur de la royauté, c'est-à-dire celui de l'Ancien Testament. Il faut aborder donc une autre notion connexe à celle de l'état de droit, mais qui obéit à des logiques opposées dans ses soubassements conceptuels, à savoir la notion d'ennomos arché, c'est-à-dire de pouvoir légitime. L'ennomos arché, le pouvoir légitime, c'est une sorte de corollaire et de correctif paradoxal de l'état de droit. Il s'agit là de définir, en évitant là encore les voies juridiques et constitutionnelles que le monde byzantin rejette, on l'a vu, de définir les modalités de rationalisation et de moralisation de la violence que fait naître le pouvoir. C'est-à-dire qu'on passe par la voie du théologico-politique. En fait, les textes qui parlent le plus d'ennomos arché, de pouvoir légitime, sont les miroirs aux princes byzantins, dont le genre fleurit entre le 6e et le 10e siècle. Il s'agit là encore d'un héritage romain hellénistique, développé sur le modèle des exercices spirituels stoïciens. C'est moins de l'héritage politique que de l'ordre de la maxime, fondée sur les concepts de délégation et de reproduction. C'est-à-dire que l'empereur doit être à l'image de Dieu qu'il a élu pour faire sa loi sur terre, il doit être un modèle pour ses sujets. Donc il doit se convertir en permanence pour être un modèle pour ses sujets, sans quoi il ne créera pas le consensus qui fait que les sujets accepteront la délégation de souveraineté. C'est donc une combinaison assez intelligente entre la délégation de souveraineté de Dieu et la délégation de souveraineté par le peuple. Parce qu'il représente Dieu sur terre, il doit être exemplaire pour que le peuple reconnaisse en lui le souverain, c'est-à-dire celui à qui ils ont délégué la souveraineté du peuple. L'empereur doit être gouverné par la loi de Dieu, on appelle en grec basileomenos, gouverné par la loi de Dieu, afin de gouverner ses sujets légitimement, c'est-à-dire afin de basilein ennomos. Il doit donc s'imposer à lui-même le respect de la loi, car personne ne peut le lui imposer. C'est-à-dire que l'empereur est comme tous les hommes, il doit obéir à la loi, mais contrairement à tous les hommes, lui, il le fait spontanément et de sa volonté propre. Bref. Ces miroirs aux princes sont en quelque sorte des agents de conversion du souverain et de conversion surtout de la force brute en pouvoir légitime. Autant vous dire que, en fait, les miroirs aux princes sont là, c'est vraiment le genre littéraire qui permet à l'ennomos arché, au pouvoir légitime, de convertir à l'ennomos politeia, c'est-à-dire à l'état de droit. Dans tous les récits de prise de pouvoir par la force, le chroniqueur, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait le chroniqueur se fait juge,
et c'est lui qui juge le nouvel empereur en fonction de son abandon de la force brute, de son abandon des armes et de son abandon de la violence. Par exemple, c'est très clair que l'anonyme qui a rédigé la prise du pouvoir de Nicéphore Phocas, le récit de la prise du pouvoir de Nicéphore Phocas, avait dans le but de glorifier Nicéphore Phocas, puisque tout le récit montre combien le général se soumet volontairement à la civilisation et à l'abandon des armes. Et vraiment, c'est Armatogé et Kédan. Enfin, tout le récit, c'est une pénétration de la ville de Constantinople par un empereur de moins en moins militaire et de plus en plus consul. En revanche, en 1057, un autre zozo, un autre général, s'appelle Isaac Comnène, prend le pouvoir comme d'habitude par usurpation, parce que c'est un mode pratiquement considéré comme normal de prise du pouvoir. En revanche, le chroniqueur qui raconte la prise du pouvoir d'Isaac Comnène, Michel Attaliates, le juge sévèrement parce qu'il n'a pas assez vite, dit-il, rangé l'épée dans son fourreau. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez vite converti le pouvoir militaire qu'il avait en pouvoir civil. C'est ce qui montre que les nomos politeia est atténué dans ses effets de concentration du pouvoir par une moralisante et nomos arché. Donc on a un principe de moralisation qui permet à l'état de droit d'exister vraiment. Donc comme je l'ai dit, l'empereur est loi vivante, il ne doit pas être soumis à la loi, mais il doit s'y soumettre de sa propre volonté, ou sinon c'est la tyrannie. Vous voyez, les choses sont assez cohérentes, même si elles ne sont pas dites avec le langage du droit. La légitimité est donc atteinte par une conversion à la légalité. Alors, il y a un paradoxe de fond entre la contrainte du droit à la liberté de régner, qui est contenue ainsi par un recours moral, dans lequel la perspective chrétienne joue le premier rôle par le thème de la conversion, qui explique du reste la facilité avec laquelle le miroir au prince stoïcien s'est christianisé. C'était vraiment du peuple. Ce qui est spécifiquement chrétien, de ce point de vue, c'est l'historicisation de la loi, par l'opposition définie par saint Paul entre l'âge de la loi qui est représenté par l'Ancien Testament et l'âge de la grâce. La faute d'Adam avait été résolue par la loi de Moïse, mais le Christ a libéré l'homme et de la faute et de la loi. Cette vision historique de la loi a un impact dans les genres de la production juridique impériale. Vous avez deux types de production juridique par l'empereur. Vous avez le code, qui est le catalogue juridique ancien, objet d'étude, et qui est la base de l'ennomos politeia, la base de l'état de droit, c'est le code. C'est le code justinien, c'est le code théodosien, ce sont les basiliques, donc c'est le droit qui est sans cesse répété, les anciennes lois n'étant jamais abrogées, et qui constitue en fait une stratification de droit dans le temps, mais qui est l'objet droit de l'ancienne loi, en quelque sorte. C'est le droit ancien, en fait. Même quand on le rénove, c'est le droit ancien. Et puis, il y a une autre partie, donc le catalogue juridique ancien, le code, c'est la base de l'ennomos politeia. Et puis, il y a un autre mode de texte juridique impérial, ce sont ce qu'on appelle les novelles. Les novelles, ce sont les décisions juridiques impériales conjoncturelles qui, elles, sont la base de l'ennomos, qui sont inscrites dans le temps, elles sont conjoncturelles, et elles reflètent une des qualités qui doit être celle de l'empereur, c'est l'économie. L'économie, en quelque sorte, c'est la qualité qui permet de résoudre les situations conjoncturelles de manière juste et légitime. C'est le pragmatisme, l'économie, en quelque sorte. Et donc l'économie impériale, elle se reflète dans ces novelles, c'est-à-dire dans ces décrets de loi conjoncturels, et d'ailleurs, les Byzantins admettent que les novelles reflètent la personnalité des empereurs, c'est-à-dire les novelles sont différentes d'un empereur à l'autre parce que justement elles reflètent leurs préoccupations propres, voilà. Et ça, c'est les novelles, c'est la manière de faire du droit qui respecte l'ennomos arché et qui est destinée à devenir ultérieurement un code et donc à se pétrifier sous forme de code. L'empereur des novelles est un souverain de l'âge de la grâce et non de l'âge de la loi. Il dirige la loi, ce que disent les Byzantins, eis ton philanthropoteron, c'est-à-dire vers le plus humain, vers le plus ami des hommes, c'est-à-dire vers l'humanité, vers plus de philanthropie et vers une économie du salut.
Et donc l'opposition, c'est ça qui est vraiment... Vous voyez combien c'est une société qui est vraiment imprégnée par l'Ancien et le Nouveau Testament, jusque dans la manière de faire le droit. C'est que l'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament a une traduction dans la dualité législative. Dès lors, le souverain inscrit son action législative dans une économie de salut. Il maintient et il conserve et il respecte les codes antérieurs, il y touche pas. Dans le même temps, il ajuste, il corrige, il ajoute des exceptions en toute liberté, et ça ce sont les nouvelles. Le souverain légitime joue donc de sa capacité à légiférer dans le temps selon les principes de l'économie. Et donc la question du rapport au temps et du rapport au temps chrétien est ici fondamentale. Donc pour conclure sur cette première partie qui est déjà assez longue, je reprends les fils. Il n'y a pas à Byzance de théorie du pouvoir, mais des collections de normes, de conseils de morale. Il n'y a pas de réflexion juridique sur la nature du pouvoir, mais des discours sur la conversion intime et personnelle du prince à la loi morale issue de Dieu, et des récits de prise de pouvoir qui racontent la conversion de la force brute en pouvoir légitime. C'est vraiment ce système illustre la faiblesse de l'institutionnalisation de l'État, de droit, et la faiblesse aussi d'ailleurs, mais ça c'est un autre discours, de la cléricalisation de l'Église. Alors, c'est que la doctrine du pouvoir impérial chrétien, on va revenir à l'Ancien Testament, tout comme la législation, est issue de l'Ancien Testament, et c'est aussi sans doute ce rôle plus fondamental du judaïsme qui est une racine des divergences ecclésiologiques entre l'Orient et l'Occident et politiques. En particulier, les empereurs byzantins se projettent dans la vision grecque de la succession des empires, qui est vraiment une vision typiquement grecque de l'histoire, et dans lequel on se voit comme les héritiers d'abord de la royauté biblique, dans une lignée idéale de David à Auguste, puis d'Auguste à Constantin, et de Constantin à eux-mêmes. Donc l'Empire est premier, et il sera dernier, puisqu'il est mentionné dans l'Apocalypse. Et donc, en gros, c'est l'Empire la structure portante. En fait, c'est même pas l'Église, c'est l'Empire la structure portante. Il est premier, au temps de la naissance du Christ, il existe depuis peu, mais il existe, et au moment de la parousie, il existera. L'Église latine au IVe et Ve siècle, au moment de la dissolution de l'Empire en Occident, avait vraiment proclamé la rupture christique avec ce souci viscéral de déjudaïser la chrétienté. L'idée s'est imposée assez tôt, en Occident, que l'incarnation fait coupure et que le Christ ne laisse plus au roi du monde qu'un pouvoir amputé, qu'ils doivent partager avec l'Église. Un pouvoir sacralisé par les clercs, dans lequel le clergé a son mot à dire. Alors que la royauté sacerdotale juive, à laquelle se raccrochent les empereurs byzantins, entretient cette illusion de l'unité entre ce que les Grecs appellent la basileia, la hierosuné, et ce que les Latins appelleraient l'imperium et le sacerdotium. Pour les mondes byzantins, qui fait reposer sa royauté sur la royauté biblique, qui est une royauté sacerdotale, eh bien, il y a une unité. Et cette unité, elle est en fait assumée par l'empereur. Alors qu'en Occident, la contestation de la royauté sacerdotale juive, dès le 5e siècle, a pris en Occident une forme spécifique liée à la disparition de l'Empire, à savoir la constitution de l'Église en un pouvoir spirituel, un pouvoir. Alors dans le monde byzantin, l'Église n'a pas de pouvoir. C'est extrêmement important, et n'en a jamais. Donc, les basileis se sentent investis d'une mission eschatologique qui est de gérer l'héritage du roi David et du messianisme dans cet entre-deux temporel qui sépare la première parousie, c'est-à-dire l'incarnation, de la seconde, qui est celle de l'Apocalypse, un entre-deux temporel qui est très exactement le temps de l'Empire chrétien. Tandis que l'Occident, pour lequel le judaïsme était moins une référence fondamentale, eh bien l'Occident a déconstruit l'union de l'héritage grec et de l'héritage juif pour créer une séparation des pouvoirs qui ne fut en réalité qu'une théocratie, au bout du compte impuissante, et qui n'a jamais percolé dans le monde byzantin. T'as des trucs à dire? Puissante, impuissante. Au bout du compte, elle a échoué, heureusement. Alors, voilà, une présentation générale touffue, et pas faite par un juriste, donc c'était peut-être plein d'erreurs juridiques, mais enfin une présentation en fait de la doctrine du pouvoir impérial, qui ne se présente jamais comme une doctrine, mais comme un ensemble de manifestations, et c'est en gros les historiens qui ont à resserrer les fils pour trouver une cohérence qui en fait existe, qui est réelle. Alors, après cette présentation, venons-en à un cas d'espèce qui, à la vérité, en fait contredit
complètement tout ce que je viens de dire, mais c'est justement cette clairement de contradiction par rapport à la norme globale que j'ai brossée à gros coups de pinceau. Et c'est en ça que c'est intéressant. Alors, on va aborder ici quelques extraits d'un document qui est un APAX, sans suite et sans application, et qui reste une des rares et d'ailleurs des plus brillantes tentatives pour définir la Basileia, le pouvoir impérial, à savoir l'Eisagoge. L'Eisagoge est un manuel de droit élaboré très précisément entre 879 et 886. Il accompagne ce manuel, parce que c'est comme ça que les Byzantins procèdent, il accompagne une première refonte de cette grande entreprise de refonte du droit, de codification, entreprise par les empereurs que l'on appelle macédoniens. Ils relèvent d'une dynastie qu'on appelle la dynastie macédonienne, qui s'est installée au pouvoir en 867 avec le coup d'état du fondateur de la dynastie, qui s'appelle Basile Ier. Bon. Donc, entre la fin du 9e et le début du 10e siècle, ils envisagent une codification totale qu'on appellera plus tard les basiliques, c'est-à-dire les impériales. Et comme dans la tradition juridique, on accompagne toujours ces espèces d'énormes bidules en 40 volumes assez indigestes, codes. On les accompagne d'un manuel de droit qui introduit, Eisagoge, c'est l'introduction, qui accompagne cette refonte législative. Alors, l'Eisagoge comporte 40 titres, dont originalité absolue, 13 titres de droit public, qui parlent du patriarche, qui parlent de l'éparque, c'est-à-dire du préfet de Constantinople, qui parlent de trucs comme ça publics. Mais c'est aussi le seul texte qui définit de manière théorique la nature et les attributions du pouvoir impérial, et il le fait de manière scandaleuse pour le monde byzantin, en tentant le coup d'un pouvoir bicéphale partagé entre l'empereur et le patriarche. C'est génial. C'est pour ça que c'est un patriarche qui l'a rédigé, évidemment. Le caractère unique de ce document vient aussi de son auteur, que je vais vous présenter très vite. Enfin, disons, le début du document, c'est-à-dire les pages liminaires de ce manuel qui nous intéresse et qui traite de l'organisation et de l'articulation des deux pouvoirs, celui de l'empereur et celui du patriarche, avant des chapitres proprement juridiques. Ces chapitres liminaires sont attribués à raison à Photios. Photios, c'est un type extraordinaire, c'est un des esprits les plus brillants et les plus cultivés de son temps, on connaît bien une partie infinitésimale de sa culture par un sorte d'inventaire des livres qu'il a lus entre telle date et qu'il a bien aimé. Il y en a 283 sur 5 ans, dont il fait des petites notices pour les présenter. On connaît d'ailleurs l'existence de quantité de traités antiques uniquement par ce qu'on appelle la bibliothèque de Photios. Bon. Donc Photios, c'est un individu extraordinaire du point de vue intellectuel et culturel, mais il a connu une carrière assez remuante. Sans entrer dans les détails, disons que après une carrière dans l'administration civile, c'était un laïc, il était proto-assécrétis, c'est-à-dire chancelier impérial. Il a été nommé patriarche en 858, et donc en une semaine, il a dû gravir tous les échelons de la cléricature. J'ai même pas fini. Et donc voilà, il est devenu patriarche, mais il est devenu patriarche parce que l'empereur, qui s'appelait Michel III, avait déposé le précédent, Ignace. Mais Ignace s'est pas laissé faire. Le patriarche Ignace, qui a été exilé comme on fait d'habitude, n'était pas content du tout, et il a fait la chose évidemment qui était la grande catastrophe pour mon byzantin, il a fait appel au pape. Alors le pape, toujours très content de se mêler de ce qu'il ne regarde pas, pour montrer qu'il peut se mêler de tout, a dit « Ah mais bien sûr, je vais faire l'arbitre, d'ailleurs, oui, quoi, voilà, machin, bon bref. » Tout cela, c'est tout un imbroglio diplomatique. En 867, Basile Ier renverse l'empereur Michel III qui avait fait de Photios un patriarche, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il dépose Photios, il l'exile, il remet Ignace, etc. Dès 870, Photios est rappelé, parce que visiblement on a besoin d'un esprit comme lui, et en 877, il est rétabli sur le trône patriarcal. Donc, au moment de la composition de l'Eisagoge, c'est lui qui est patriarche, et c'est un patriarche qui est en position de force, c'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça, épisodiquement, où le patriarche de Constantinople est l'homme fort. Et en l'occurrence, Photios est l'homme fort du duo Basileus patriarche, parce que l'empereur Basile Ier a une fin de règne un peu difficile.
qui le conduit d'ailleurs à emprisonner son propre fils, le futur Léon VI, pendant 3 ans. Enfin bon, ça se passe pas très bien. Et donc, la Basileia connaît des carences et le patriarche pense qu'il va pouvoir en profiter pour créer une institutionnalisation du pouvoir impérial, enfin du pouvoir dans le monde byzantin, qui fasse une sorte qui soit bipolaire entre le patriarche et l'empereur. Alors le préambule, je ne vous le montre pas, il est assez flamboyant. Tout en étant très très confus, en fait c'est une somme de références et de citations empruntées à divers auteurs de l'hellénisme antique et chrétien, assez démonstratif de la culture de Photios. On repère dans cet ensemble notamment que l'homme est considéré comme un mélange d'éléments contraires, notamment spirituels et corporels, mais ce n'est pas le seul binôme d'opposition paradoxale qui sont dans l'homme. Mais ce mélange d'éléments contraires est voulu par Dieu et il est garanti par la loi de Dieu. Donc c'est la loi qui assure l'unité de l'ensemble, c'est la loi qui régit la dualité essentielle de l'homme, la loi vient de Dieu, elle est écrite en lettres de feu dans le cœur de chacun. C'est la loi et c'est à la loi, et alors ça c'est ça le coup de génie, c'est que Photios nous explique que c'est à la loi et à elle seule que tous doivent associer ce qui en général est l'attribut et le monopole du Basilius, à savoir l'autocratia, c'est-à-dire la souveraineté. C'est-à-dire que c'est très important, la souveraineté, l'autocratia, autocrator, c'est un terme hyper important parce que c'est ce qui fait du roi un empereur, c'est qu'il est autocrateur. Il y a plein de gens que l'empereur veut bien appeler roi dans le monde. Le roi des Perses, les Basileis, il y en a plein dans la doctrine des relations internationales, mais il y en a qu'un qui est Basileus autocrator, c'est-à-dire empereur, c'est-à-dire roi souverain. Donc, ça c'est extrêmement important parce que d'emblée, Photios fait en sorte que la loi vole au Basileus un élément essentiel de sa nature impériale qui est l'autocratie, la souveraineté. Et ça c'est extraordinaire, parce que pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ben, il fait ça justement pour soumettre l'empereur à la loi. C'est-à-dire que c'est ce préambule qui explique la suite, l'organisation des titres suivants, des premiers titres, c'est-à-dire le titre 1 de l'Hexagogée après le préambule est consacré à la loi, le titre 2 à l'empereur et le titre 3 au patriarche. Et en plus, vous allez le voir, c'est la rédaction fait que le titre 2 et le titre 3 sont composés exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, l'architecture, elle est ainsi. Vous avez la loi au-dessus et à égalité en dessous, l'empereur et le patriarche. Une espèce de triangle, de fronton, qui d'emblée ne met plus l'empereur ni au-dessus de la loi auquel il se soumet volontairement et surtout pas au-dessus du patriarche. Donc si on regarde l'architecture de ce début, la primauté n'est concédée à la loi que pour être plus sûrement retirée à l'empereur. Elle occupe le sommet du fronton pour laisser place à chaque extrémité de sa base, au même niveau et dans un parallélisme terme à terme, au pouvoir impérial et au pouvoir patriarcal. C'est assez révolutionnaire de placer les deux autorités de front, c'est-à-dire à égalité, d'autant que, comme je vous l'ai dit, la symétrie stricte des premiers sous-titres entre l'empereur et le patriarche les positionne l'un comme reflet de l'autre. Ça va être un peu brouillon, voilà. On voit pas. Je vous les ai mis l'un à côté de l'autre, et vous avez d'un côté l'empereur et l'autorité légitime, le bien commun de tous ses sujets, etc. Le patriarche et l'image incarnée et vivante du Christ. Petit 2, le but de l'empereur c'est ci, petit 2, le but du patriarche c'est de faire ça, petit 3, la fin de l'empereur c'est ci, petit 3, la fin du patriarche c'est ça, etc. Donc en fait vous avez des rédactions qui sont strictement symétriques et qui correspondent en fait à une vision d'un pouvoir bicéphale en réalité. Alors, reflet, l'un est le reflet de l'autre, reflet naturel, c'est-à-dire essentiel. Parce que attention, les titres 2 et 3, mais surtout le 2, c'est ça qui est le plus important, ne définissent pas les devoirs de l'empereur. Le titre 2 ne dit pas l'empereur doit faire ci ou l'empereur doit faire ça, mais il définit la nature de l'un et de l'autre. La nature de l'empereur c'est de faire ci, la nature du patriarche c'est de faire ça. C'est-à-dire que la Basileia s'exprime dans des caractères propres. L'empereur n'a pas pour devoir de distribuer les justes prix, mais c'est dans sa nature que de le faire, parce qu'il est empereur, hein, c'est dans son essence. C'est d'ailleurs ce qu'exprime le sous-titre 3. La fin de l'empereur est de faire le bien. C'est pourquoi il est dit évergète. Lorsqu'il s'écarte de la bienfaisance, le caractère impérial, selon les anciens, s'altère. Ça veut dire que lorsqu'un homme
qui est empereur ne respecte pas la nature impériale, eh bien, il n'est plus empereur, il déroge à sa nature, il est donc tyran. Donc, ça c'était l'altération de la nature impériale. Vous voyez bien combien on est quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de l'essence. Alors, je pourrais faire un excursus sur l'origine de la nature impériale, c'est-à-dire les modalités selon lesquelles, dans la conception byzantine, l'essence impériale se greffe sur une personne quelconque, qu'en grec on appelle un idiotès, c'est pas un idiot, c'est un lambda. Donc la nature impériale se greffe sur un idiotès et ensuite le quitte à sa mort, ou quand il est déposé. Alors, ce qui est très très intéressant, en particulier pour l'empereur, c'est qu'on est très loin de la loi incarnée de l'empereur hellénistique, qui est pourtant le socle de l'idéologie du pouvoir impérial byzantin, en réalité. Et même, ça se voit dès l'architecture du plan de ses premiers titres, l'empereur est soumis à la loi. Et ça, c'est déjà énorme. Il est soumis par essence, et non pas par volonté propre. C'est énorme. Mais ce n'est pas tout. Dans la théorie byzantine, l'empereur est législateur, mais pas vraiment juge. Disons que la dimension de justice est plutôt molle. L'empereur dit le droit, mais ce sont ces juges qui ont délégation de sa justice. Et cette opposition, c'est-à-dire le fait qu'il soit, l'empereur byzantin soit plus, très très largement un législateur et très peu un juge, eh bien c'est quelque chose que moi je lis au regard d'une merveilleuse petite étude que je cite toujours, parce que je l'adore, de Gilbert Dagon, qui est un très très grand byzantiniste, et qui dans un article génial, qui s'appelle Empire royaux, royauté impériale, compare le cheminement d'un côté de l'empire byzantin vers le royaume des Grecs, c'est-à-dire d'un empire qui devient de plus en plus un royaume après, enfin au XIIIe siècle, assez tard. Et de l'autre, il compare avec le cheminement de la royauté capétienne, qui se voit de plus en plus comme un empire. Et Dagon en profite pour tirer un tableau un peu schématique de ce qui oppose l'empire au royaume, et dont je vous montre une petite synthèse de ma réalisation. Donc c'est très schématique, c'est binaire, c'est-à-dire qu'évidemment ça se nuance par le réel et par l'historique. Mais ce qui est très intéressant pour ce qui nous occupe, c'est que l'empereur est un législateur et le roi est un juge. Dans cette opposition, cette vision binaire. Et donc le fait que le basileus byzantin se réclame plutôt du côté législatif que du côté judiciaire, c'est une caractéristique de sa nature impériale. Alors je pense qu'en fait Dagon est très influencé par la notion de l'empire byzantin pour définir ce qu'est un empire de ce point de vue. Donc grosso modo, voilà. Dans les Agogées, le titre 2 sur l'empereur commence par définir, on reprend, un peu plus gros, commence par définir l'empereur comme le dispensateur de la justice distributive. Donc, grosso modo, ce titre 2, il est frappant parce qu'il commence par le roi, l'empereur juge, ce qui n'est vraiment pas une caractéristique impériale byzantine. Et pour toutes les parties relatives à la manière dont l'empereur fait le droit, eh bien, fait la loi, pardon, c'est assez... c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que l'empereur... où est-ce que c'est? D'abord, ça arrive à la fin, à partir de 6, voilà. Il doit interpréter les lois portées par les anciens et d'après elles trancher quand il n'existe pas de loi. Dans l'interprétation des lois, il doit porter attention à la coutume, voilà. Il doit interpréter les lois, on ne doit pas changer ce qui comporte une interprétation de temps. C'est-à-dire qu'en termes d'innovation législative, il n'est pas il n'a pas grand-chose à faire. Hein. Il est là pour conserver, pour mettre à jour. Enfin, c'est quand même une dégringolade fondamentale par rapport à la théorie de l'empereur législateur. Donc c'est déjà, ça aussi c'est énorme. Mais là encore, ce n'est pas tout. Dans le premier sous-titre, on nous dit que l'empereur est défini comme l'autorité légitime, en nomos epistasiae. Contrairement à la tradition hellénistique qui le déclare au-dessus des lois et lois vivantes, c'est-à-dire nomos empsikos, et qui ne se soumet aux lois que de manière délibérée et de sa propre volonté. Et donc on comprend le sous-entendu de ce sous-titre en comparant avec le patriarche. Le patriarche est l'image incarnée et vivante du Christ. Eikons dosa Christou kai empsykos. Empsykos, il est l'image incarnée.
Empsychos, c'est vraiment, ça relève du vocabulaire impérial, on l'a vu, pour désigner l'empereur comme loi incarnée, nomos empsychos. C'est-à-dire que ce que Photios attribue au patriarche, il l'a pris à l'empereur, et en particulier le fait d'être une icône, c'est-à-dire que dans toute la théorie impériale, l'empereur est une icône du Christ. Or là, c'est le patriarche qui est une icône du Christ. Il faut dire qu'à la suite de l'iconoclasme s'est arrêté une vingtaine d'années avant seulement. Le pouvoir impérial qui avait lancé l'empire dans l'hérésie iconoclaste, le pouvoir impérial est sorti très très affaibli, peut-être de ce point de vue-là. Et en plus, l'iconoclasme a été un gros moment de réflexion sur le type et le prototype, l'icône du Christ et le Christ, etc. C'est-à-dire une grosse réflexion qui a montré qui a abouti à la décision selon laquelle on a le droit de vénérer les icônes, mais une vénération contrôlée, dûment contrôlée, mais que ce droit de vénérer les icônes est uniquement lié au lien entre le type et le prototype, c'est-à-dire entre le saint représenté, ou le Christ en particulier, et la représentation. Donc si le patriarche est l'image du Christ, d'un certain point de vue, il participe du pouvoir impérial. C'est un nouveau Moïse et un nouveau Melchisédek. En bref, Photios s'inspire ici du modèle pontifical romain, en réalité occidentale, pour montrer qu'il y a une répartition de l'autorité, mais que en fait celui qui représente le Christ sur terre, en gros qui est son vicaire, ce n'est plus l'empereur, c'est le patriarche. Alors à la fin de ce titre 3, vous avez le sous-titre 8 qui est mignon parce qu'il reprend un peu le propos du préambule. L'État, Politeia, étant composé comme l'homme de membres et de parties, les plus importantes et les plus nécessaires sont l'empereur et le patriarche. C'est pourquoi la paix et le bonheur des sujets selon l'âme et selon le corps résident dans la bonne entente et l'accord complet entre l'empereur et le patriarche. Ça c'est un vœu pieux, bien entendu, qui paraît dire que ça serait bien qu'on règle les conflits nés de cette bicéphalie encombrante et anormale dans le discours byzantin. Alors tellement anormal que l'Eisagogé a été promulguée, mais a été aussitôt mise de côté par un pouvoir impérial qui ne voulait rien partager avec le patriarche, on le comprend. Photios avait tenté le coup dans un contexte transitoire, et il avait tenté de profiter de la suspicion dans laquelle se trouve l'institution impériale depuis l'iconoclasme. À la mort de Basile Ier, le premier acte de Léon VI est de contraindre Photios à la démission, de mettre l'Eisagogé à la poubelle et de remplacer Photios par son propre frère, Étienne, qui avait 16 ans et qui, de l'avis de tous, était un peu demeuré d'ailleurs. Et il l'intronise lui-même, et il intronise lui-même son frère sur le trône patriarcal en prononçant l'homélie à l'Ambron de Sainte-Sophie, puisque les empereurs étaient les seuls laïcs qui avaient le droit de faire des homélies. Et donc le 18 décembre 886, il clôt son homélie qui représente cet acte formidable d'avoir résolu la bicéphalie par le sang familial, et il clôt son homélie en disant « La providence impériale, avec l'aide de Dieu, contrôle et gouverne tout ». Donc la boucle est bouclée, c'est fini. Et c'était quand même assez rigolo de voir en fait que la seule tentative d'institutionnalisation, de définition en fait de ce qu'est le pouvoir impérial, est une définition qui est paradoxale et antithétique de toute la tradition byzantine, dont elle ne servira jamais, et dont l'inspiration forte, c'est quand même l'autorité pontificale. Alors, comme souvent, l'exception confirme la règle, l'Eisagogé confirme la norme avec laquelle elle est complètement en porte-à-faux. Elle confirme que normalement, l'institution impériale ne procède pas du langage juridique dans ses manifestations, et on voit quand même pourquoi les empereurs ont toujours été réticents à une définition juridique du pouvoir impérial. Donc l'institution est en relation stricte avec la légalité, la légitimité et l'autorité législative tenue en monopole par l'empereur. Elle confirme aussi cette Eisagogé par l'absurde, en quelque sorte, que le Basileus insure et incarne l'association de deux principes paradoxaux, l'héritage romain et l'héritage juif, plus que chrétien encore, la loi des hommes et la loi de Dieu, sur la base d'un discours du théologico-politique non écrit, mais illustré. En quelque sorte, bien que rationnelle, cette construction échappe au langage. Elle est épiphanique. Voilà. Je m'arrête là.